Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous dédié à l'immobilier. Acheter un appartement, une maison, un commerce, oser investir dans l'immobilier, c'est une démarche qui se prépare. Et si l'acquisition d'un bien vous permettait un jour de constituer un patrimoine? Et si dénicher la bonne affaire augmentait clairement vos revenus et votre pouvoir d'achat? Et si tout le monde, un jour, pouvait dire c'est mon toit? Gaël et Sylvain Couchant sont mes complices de choix pour cette émission. Vous êtes là? Oui. On est dans le fond. Gaël et Sylvain, bonjour. Bonjour. L'immobilier est au cœur de vos vies. Vous partagez la même passion, la même maison même. On en parlera un peu plus tard à nos téléspectateurs. C'est une première pour vous cette émission de télé. Comment ça va d'abord, Gaël? Ça va, en forme, un peu stressé. C'est pas notre quotidien, donc on va faire de notre mieux. Ça va aller. Sylvain? C'est nouveau, ouais. Mais en même temps on adore, donc on va découvrir et on va tâcher de faire au mieux. On va essayer, à travers cette émission, de proposer à nos téléspectateurs de partager vos compétences, votre expérience. Elle est grande. Si vous deviez commencer par un élément, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs qui ne se sont pas encore forcément posé la question de l'investissement immobilier? Pourquoi c'est important peut-être un jour d'y penser, Sylvain? C'est important, pourquoi? Parce que l'immobilier, ça reste un placement hyper intéressant. À long terme, il faut continuer, il faut pouvoir investir le plus tôt possible. C'est une valeur refuge, on dit bien que le Belge, il a une brique dans le ventre. Donc oui, c'est bien de se lancer dès que possible dans l'immobilier. Et en même temps, c'est bien d'être bien accompagné, d'être bien entouré. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas l'occasion d'accomplir cette étape dans sa vie à de nombreuses reprises. Donc à nouveau, être bien entouré, bien accompagné, c'est important. On va privilégier le parler vrai dans cette émission. Vous m'avez promis qu'il n'y aura pas de questions taboues, pas de sujets tabous. Vous allez vraiment vous livrer vos conseils et votre expérience à nos téléspectateurs. Est-ce que finalement, acheter un jour un bien, c'est vraiment accessible à tout le monde, Gaël? Vous avez rencontré toutes sortes de personnes, j'imagine, qui voulaient investir ces dernières années. Tout le monde est capable de comprendre et de passer, de franchir ce cap? Mais je pense que quelle que soit la situation, tout le monde dans sa vie peut avoir l'occasion de devenir propriétaire. Mais à nouveau, comme mon mari l'explique, il faut se faire bien accompagner parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire peut-être régulièrement et à de nombreuses reprises. Alors, ne soyez pas surpris, vous êtes mes complices dans cette émission. Je n'hésiterai pas à vous questionner dans tous les sens pour aider nos téléspectateurs à mieux se préparer à l'investissement. Il y aura des questions de toutes sortes, mais voilà, le but du jeu, c'est d'être transparent et de dire les choses. On va exposer à nos téléspectateurs le sommaire de cette émission. Alors, première partie de cette première émission de C'est mon toit, investir sur votre lieu de vacances. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? On le verra tout à l'heure en image dans notre reportage, c'est notre dossier du mois. Nous avons aussi, et nous le ferons chaque mois, nous avons visité plusieurs biens en Belgique, avec votre aide bien sûr. Alors, dans cette émission, nous nous situerons toujours dans un bien à vendre. On analysera ce bien où nous nous trouvons ici à Ath, dans la deuxième partie de cette émission. Et dans la troisième partie de cette émission, l'enquête IMO du mois, les jeunes. À quel âge peut-on acheter son premier bien? C'est souvent tabou, on vous dit tout dans cette émission. On a suivi une propriétaire qui a 21 ans. Un mot sur votre premier bien à vous. Gaël, c'était à quel âge et ça s'est passé comment? Première fois. Première fois, achat à 22-23 ans. Ouais. J'étais indépendante, je tenais un restaurant, donc autant vous dire que c'était pas facile. J'ai dû persévérer pour pousser la porte des banques et obtenir mon crédit. Ouais, on est entre nous. Quand on est une femme, ça peut parfois être plus compliqué d'obtenir un crédit, très sincèrement. Alors, je pense pas. Là, c'est vraiment situation financière, être indépendant, entrepreneur, qui était compliqué. Et c'est vrai que l'ORECA, en général, les banques, ils n'aiment pas trop. Ah, ils n'aiment pas trop. Et on reviendra sur ces sujets très sincèrement dans l'émission. Sylvain? La toute première fois, mon tout premier achat immobilier, bien entendu, qu'on se comprenne bien, j'avais 27 ans et on travaillait déjà ensemble.
C'était il n'y a pas si longtemps finalement. Ouais. On travaillait déjà ensemble et on avait la volonté en fait d'agrandir la famille. Et la maison qu'on occupait était un petit peu petite. Il y avait une deuxième chambre qui était dans les combles qui était un petit peu chaude et mal isolée au niveau du grenier. Et donc dans l'idée c'était de pouvoir se projeter finalement dans un autre cadre pour pouvoir fonder notre famille. Oh. Hein. Regardez le regard. Leurs yeux brillent, hein. Vous le voyez, leurs yeux brillent. Allez, on passe à l'actu immobilière du mois. On l'a beaucoup vu dans la presse ces dernières semaines, l'actu aux États-Unis avec l'immobilier au bord de la crise. Les ventes des locaux commerciaux s'effondrent et le résidentiel résiste. Pour l'instant, un comparatif peut-être avec la Belgique qui se lance. Alors, en Belgique, je pense que le marché au fait ralentit. Ou plutôt réfléchi. Donc on ressent que les acquéreurs vont beaucoup plus mesurer leur achat avec les taux qui augmentent, les normes PEB à atteindre, le coût des matériaux de construction. On se rend compte que la masse d'acquéreurs, elle diminue un petit peu et du coup les prix de l'immobilier descendent également. Autre actu du mois incontournable, les taux, bien sûr. Je me tourne vers vous, Sylvain. Dès qu'on parle chiffres, je me tournerai souvent vers vous, je pense. Merci. On est passé de 1 à 4% en combien de temps et concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, on va vous donner énormément de conseils, mais là, il ne faut pas bouger, il ne faut pas acheter? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Concrètement, en fait, le changement de taux, c'est clair qu'il est saisissant, puisqu'il y a 6 mois, vous étiez à 1,5 de taux au niveau des emprunts hypothécaires, et aujourd'hui, on va tourner entre 3,5 et 4 en fonction d'un bon ou moins bon dossier. Donc, le changement était brusque, et donc c'est aussi pour ça. Je pense que le marché d'aujourd'hui, il réfléchit, puisqu'il est dans une situation un petit peu d'attente. Acheter de l'argent, il faut plutôt emprunter de l'argent, mais aujourd'hui, ça vous coûte plus cher. Donc, c'est mesuré certainement 2 fois plus par les candidats acquéreurs. Maintenant, ce qu'il ne faut plus acheter, on l'a dit tout à l'heure, non, il faut continuer à se projeter, à réaliser ces projets, il ne faut pas les mettre au placard. Il faut acheter pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge, parce qu'à long terme, les perspectives, elles sont toujours hyper positives. Il n'y a pas de raison que le marché s'effondre, d'autant plus que le marché, il a déjà traversé des crises. Si emprunter de l'argent me coûte plus cher, je revois un peu mon projet à la baisse? Alors, on peut revoir le projet à la baisse, ou alors on peut peut-être se priver de certains critères qui étaient plus essentiels. Est-ce que, par exemple, on parle de travaux, est-ce que le bien doit être entièrement rénové finalement à l'instant T où on l'achète, ou bien est-ce que ces travaux peuvent s'étaler dans le temps? Donc il y a véritablement matière, en tout cas à garder le projet, mais à peut-être le modifier un tout petit peu. Et quoi qu'il arrive, faites-le, mais faites-le maintenant. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner. Pour quelle raison? Tout simplement parce que si dans 1 an, dans 2 ans, les taux augmentent, vous serez content de l'avoir fait. Ouais. Et en même temps, il faut plus se projeter aujourd'hui avec une idée. On emprunte pour 15 ans, 20 ans, 25 ans. Non, vos projets, ils se refinancent. Même quand j'avais commencé, moi, l'immobilier, donc il y a 15 ans maintenant, les courtiers avec lesquels je travaillais, ils me disaient, mais moi, un client, je lui dis, chaque année, on doit se mettre autour de la table pour voir si ta situation, elle n'est pas à revoir. Ok, donc on peut renégocier complètement. Taux, mais tous les ans? Si les taux diminuent dans 1 an, dans 2 ans, ça se refinance. Ok, et donc on y reviendra dans cette émission parce que ça méritera tout un dossier de comment on renégocie son taux. Pourquoi doit-on y penser? Est-ce que c'est pas forcément le banquier qui va vous le rappeler? C'est une démarche qui doit venir de chacun et c'est pas toujours connu de tous. On y reviendra dans cette émission forcément. Question à nos téléspectateurs, très honnêtement, à main levée dans votre canapé, qui a un jour souhaité acheter sur son lieu de vacances? J'imagine que les mains se lèvent là, devant les écrans. Vous-même, c'est arrivé. Effectivement. En Espagne. En Espagne. L'Espagne, c'est une destination assez prisée des Belges. Prisée au niveau touristique. Hein. Oui. On reviendra tout à l'heure, peut-être le pourquoi du comment vous vous êtes tourné vers cet investissement. En attendant, on regarde en images notre dossier du mois. Le Belge a toujours une brique dans le ventre, donc il le fait en Belgique, donc il continue à le faire également en Espagne.
Au niveau de l'Espagne, c'est le numéro 1 au niveau du choix des Belges pour l'achat d'une seconde résidence. Il y a 42% des investisseurs qui ont une seconde résidence qui ont investi en Espagne plutôt que la France qui est juste derrière en deuxième position. Le Belge a toujours une brique dans le ventre, donc il le fait en Belgique, donc il continue à le faire également en Espagne. Après, ça reste un placement qui est intéressant. Les prix ont augmenté depuis la crise. Il faut savoir qu'on est quand même sur une moyenne ici à plus de 5% d'augmentation sur les dernières années. Donc ça reste un bon placement et c'est intéressant. Tout en sachant qu'en plus, on peut également le mettre en location pour payer tous les frais annuels. L'investissement avec une rentabilité locative est de plus en plus présent en Espagne. C'est vrai qu'avant, c'était plus pour le plaisir personnel des Belges et de nos clients, tout en sachant aussi qu'il y en a beaucoup qui investissent pour à terme s'y installer lorsqu'ils seront retraités. Donc, parce qu'ils peuvent encore aujourd'hui faire un crédit pour le financer et le mettre en location et par contre à terme y résider beaucoup plus longtemps. Mon mari a fait les démarches et on lui a clairement dit non parce que vous n'avez pas de bien en Belgique. Et donc du coup on est allé voir ma banque qui eux, du fait que j'étais propriétaire d'un bâtiment en Belgique, ont dit oui, il n'y a aucun souci, on peut se lancer. De toute façon, s'il y a un souci, on peut faire une hypothèque sur votre maison. Et donc c'est comme ça que voilà, on se lance dans ce grand projet et on espère que ça fonctionnera. On a choisi l'Espagne en fait parce que c'est déjà le climat qui est vraiment intéressant, où il fait vraiment bon tout le long de l'année, aussi bien en hiver qu'en été. Les billets d'avion aussi qui sont quand même encore assez avantageux, où on peut se permettre de partir 2-3 jours et pour des modiques sommes, même si ça augmente aussi, mais malgré tout, ça reste quand même encore très intéressant. Le marché immobilier est très agressif. Les Belges, quand on leur en parle, nos clients ne s'y attendent pas. Ils pensent que ce sont des arguments commerciaux. Il faut se rendre compte que le Belge est un acteur qui est très présent sur le marché espagnol de l'immobilier, mais il ne représente que 5% des acquéreurs étrangers. Il y a énormément d'autres nationalités qui achètent. Et donc c'est un marché où les bons biens partent très très vite. Donc on ne nous croit pas, mais quand on descend sur place, on voit vraiment la réalité des choses. La Costa del Sol, c'est le sud de l'Espagne, c'est vraiment sa qualité de vie, son histoire. On a la plage, on a la montagne, on a le ski. Vous allez skier en décembre, janvier, vous montez à la Sierra Nevada. 2h30 de route en voiture et vous avez même le ski. Donc ici, on a tout et pour rien. Si on est bien localisé et qu'on a une belle vue, généralement, on va avoir des bonnes stats locatives, des bonnes statistiques. J'entends par là, on a des clients qui vont chercher même jusqu'à 8-9% de rendement net l'année. Ce n'est pas le cas dans toutes les résidences, attention, mais on en a quelques-unes où ça fonctionne jusqu'à 8-9% de rendement net. Un bien, par exemple, qui a été acheté en 2020, donc c'était sur une fin de construction dans un nouveau projet, à 338 000 € hors frais, vaut déjà aujourd'hui 100 000 €, 120 000 € plus cher. On verse au propriétaire chaque année, pour le moment, depuis qu'il a la location, donc depuis 2 ans, on lui verse entre 28 000 et 30 000 € plus ou moins net l'année. De belles vacances à 3-4 heures d'avion de chez nous, donc ça c'est aussi intéressant. La vie là-bas est quand même moins chère que chez nous. Pour nos vieux jours, une fois qu'on sera pensionné, je pense qu'avec une pension, ayant travaillé toute notre vie en Belgique, on vivra bien là-bas. Place au débriefing maintenant. On l'a vu chez notre couple qui veut investir à Tenerife, il fallait qu'il soit propriétaire. Mais pour les gens qui ne le sont pas, c'est foutu, on ne peut pas investir en Espagne ? Mais on peut investir en Espagne alors en faisant un crédit en Espagne, dans une banque espagnole. Ok, il y a des contraintes ? Il y a plus de fonds propres à mettre sur table, à peu près 30%, plus les 10% de frais de notaire et d'avocat. Un mot sur votre aventure ou votre expérience ou votre belle expérience, je ne sais pas, vous avez sûrement un constat à nous livrer aujourd'hui. Vous avez un jour investi en Espagne, comment ça s'est passé, pourquoi, comment et on en est aujourd'hui? Alors l'expérience à l'époque elle était très positive parce qu'on a été très bien accompagnés, on était super contents de l'approche de l'agence qui nous a suivis, c'était des Belges d'ailleurs. C'était quand? En 2015. En 2015, on a fait cette acquisition. Par contre, nous, on ne l'a pas fait dans un cadre en se disant « Ah ben tiens, on passe toutes nos vacances dans le sud de l'Espagne, on va aller acheter ». Le marché, à l'époque, avait chuté pour diverses raisons. Et finalement, nous, on a vu ça un petit peu comme une opportunité de se dire « Ah ben tiens, on va aller, faire un investissement dans le sud de l'Espagne ». Parce que notre portefeuille nous le permettait à l'époque. Et en même temps, ça va être l'occasion de pouvoir profiter d'une région qu'on ne connaît pas. Mais l'idée, c'était pour nous, en termes de projection, c'est profiter du bien et à côté, le mettre en location.
Est-ce que ces raisons-là, celles qui ont motivé cet achat en 2015, sont les meilleures? Je ne sais pas si ce sont les meilleurs, parce que tous les cas de figure, finalement, ça dépend de tout un chacun. Hein. Mais dans l'idée, c'est clair que nous, elles ne sont plus les mêmes aujourd'hui, puisqu'on est toujours propriétaire de l'appartement, mais que finalement, on ne le loue pas. Non. Et on a eu un peu le double effet qui se coule avec toute la gestion au niveau facture, la chaudière qui tombe en panne. Quand tu es dans un pays où tu ne parles pas la langue et tu es à des milliers de kilomètres, toute cette partie-là, dans l'euphorie de l'achat, on n'y avait pas pensé. On fait comment alors du coup? Alors, nous, on est toujours bien entourés parce qu'on a une agence sur place qui s'occupe de la gestion. Mais malgré tout, il faut simplement mesurer ce paramètre. Quoi. C'est, tiens, il y a un problème, il faut pouvoir les contacter, il faut pouvoir faire en sorte qu'ils puissent intervenir. Il faut prendre en considération le fait que demain, vous avez une AG de copropriétaires, une assemblée générale, mais pardon, excusez-moi, c'est des formations professionnelles. Je reçois les papiers en espagnol. Ouais, mais alors, quand vous devez à chaque fois tout traduire. Ouais. Oui, il faut essayer un petit peu de se débrouiller. Ouais. Donc en soi, c'est clair qu'au moment où vous arrivez en Espagne en 2015 et que tout se passe dans votre langue, etc., ce ne sont pas forcément des choses que vous mesurez. Quel doit être, pour conclure, votre conseil à nos téléspectateurs s'ils pensent acheter un bien en Espagne ou ailleurs? Allez là où vous connaissez, où vous aimez vivre ou être. Louer ou pas? Ça dépend du profil et du profil d'investissement et de ce que le client recherche. Ouais. Mais je dirais dans l'idée, et ça rejoint ce que dit Gaëlle, faites-le de manière émotionnelle si c'est un endroit dans lequel vous allez aller. Ouais. Vous allez en profiter, c'est génial. Pour allier plaisir et invest. Exactement. Ouais. Si vous voulez le mettre en location, mesurez aussi les charges, un petit peu de copropriété. Et n'oubliez pas que, effectivement, une fois que vous êtes propriétaire, vous étalez cette charge finalement tout au long de l'année et pour plusieurs années. Donc forcément, on a envie de le louer, par exemple. Et quand on l'a décoré, qu'on y a mis tout son cœur, parfois on se dit, non, là, j'ai plus envie de le louer au fait. On va passer à la deuxième partie de cette émission, le bien du mois. C'est justement là où nous nous trouvons aujourd'hui. On a jeté notre dévolu sur hâte dans cette première émission. On vous dit tout juste après la pub. À tout de suite. C'est mon toit, c'est notre premier rendez-vous de la saison, une émission consacrée à l'immobilier avec nos complices, mes complices, Gaëlle et Sylvain, qui vont nous aider à tout décrypter, à tout savoir sur ce secteur d'activité qui n'est pas toujours évident. Alors, on a fait le tour un peu de plusieurs biens en Belgique. Avant de vous faire découvrir celui où on a décidé de poser nos valises pour cette première émission, direction la province de Namur. Tous les recoins de cette maison à Hâte où on a décidé d'installer notre plateau pour cette première émission, on va parler des zones géographiques. Vous évoluez à Bruxelles, mais vous avez tout un réseau avec le groupe partout en Belgique. On va parler de ces différents collaborateurs quand on revient sur la maison, mais dites-moi d'abord, pourquoi c'est important de bien connaître la région bruxelloise pour y travailler, pour proposer des biens? Pourquoi c'est important? Mais c'est extrêmement important de connaître les valeurs du marché dans sa région pour pouvoir conseiller au mieux son propriétaire sur le prix objectif de la valeur de son bien. Okay. Et pouvoir le guider au mieux. En quoi un collaborateur du réseau ici à Hâte ne pourrait pas être performant à Evere? Mais déjà, avec un souci d'efficacité, ouais. Ça c'est le premier point. Je pense que ce qu'il faut pouvoir garantir à son propriétaire, c'est que tout est mis en œuvre pour, à partir du moment où vous devez commencer à faire 1 heure de route, pour pouvoir assurer la visite, la présentation du bien, il y a déjà quelque chose qui coince. Ouais. Autant être efficace dans son secteur, dans sa zone de chalandise, l'endroit où vous travaillez. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'on ne vend pas partout. Nous, on vend
tous les jours dans notre région. Donc nous sommes forts effectivement à Bruxelles, mais une fois qu'on sort de cette zone, pour nous c'est important, comme le disait Gaëlle, à nouveau elle étudie toujours des choses pertinentes, c'est magnifique, mais donc comme elle le disait, c'est important, si on a la confiance du propriétaire, de pouvoir lui confier tous les conseils juridiques, les conseils pratiques quant à la commercialisation de son bien, mais il doit pouvoir être défendu par quelqu'un qui maîtrise les prix, qui maîtrise le secteur, les services de proximité. Pourquoi? Parce que quand un client se présente, c'est essentiel d'avoir quelqu'un qui va pouvoir parler de tous les atouts du bien. Et au-delà du bien, il y a tous ces services qui sont à côté. Je ne vous suis plus quand vous parlez de défendu. Ça veut dire quoi? Le propriétaire doit être défendu ou son bien doit être défendu? Mais c'est important de pouvoir garantir à un propriétaire qui nous confie la vente de son bien que toutes les conditions sont remplies et que tous les paramètres sont maîtrisés pour pouvoir faire en sorte de valoriser son bien au mieux et de faire en sorte d'obtenir l'offre aux meilleures conditions possibles pour le propriétaire. On y reviendra certainement dans cette émission, on fera un dossier très bientôt sur l'offre en question, mais un mot là-dessus quand même. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière à adopter? Est-ce qu'on peut parler de stratégie dans l'immobilier? Alors bien sûr, non seulement il y a stratégie, mais au-delà du mot stratégie, il y a plutôt, on va plutôt dire approche. Et ça, ce sont des choses qu'on définit directement avec le client, parce qu'il y a des attentes vis-à-vis desquelles on doit s'adapter, mais en même temps, sans jamais perdre de vue notre mission de conseil. Et ça, c'est très important, on doit pouvoir toujours bien guider un client, d'autant plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une période où, par exemple, on disait à un propriétaire, vous savez quoi, votre bien vaut 100. Ah oui, mais bon, est-ce qu'on peut un petit peu spéculer? Oui, on peut tenter, puisqu'on était sur un marché qui était hyper porteur, il y avait énormément d'acheteurs, donc on pouvait même se dire, tiens, on va essayer à 120. Et finalement, ça marchait. Ou on faisait peut-être même encore mieux. Or, aujourd'hui, le fait qu'il y ait moins d'acheteurs et que le marché se tasse, c'est hyper important d'avoir de la pertinence par rapport au prix qu'on propose. Le juste prix, quoi. Le juste prix. Allez, dans quelques instants, on vous dit tout sur le bien où nous avons installé notre plateau pour cette première émission. Un mot quand même sur votre parcours. Vous parlez comme des pros. Vous connaissez votre métier, on le sent. Ça a été... Vous n'avez pas toujours été dans l'immobilier. Vous êtes né dedans, Sylvain. Comment on en est arrivé à être agent immobilier? Comment on est arrivé dans c'est une bonne question, mais... Grâce ou à cause de Gaëlle, quoi, en fait. Non, même pas. Moi, je suis un pur produit de l'immobilier. Donc le commerce m'intéressait, j'aimais l'immobilier, j'étais attiré par ce secteur. Et par quoi? Mais j'ai commencé, l'idée de la transaction, l'adrénaline, le fait de pouvoir travailler pour quelqu'un, de pouvoir valoriser un patrimoine, le fait de négocier. Là, quand j'avais 20 ans, c'était de pouvoir me dire, tiens, on va travailler dans l'immobilier parce que finalement, oui, c'était déjà porteur. Tout le monde parlait déjà un petit peu d'immobilier à l'époque et il y avait une sorte de magnétisme finalement par rapport au secteur. Une époque et pas l'autre? Les années se suivent? C'est certain. Regardons il y a un an, c'était pas le même marché. Bon, et la question me brûle les lèvres depuis le début de l'émission, donc on va devoir y aller. Travailler en couple, c'est bien sûr formidable. Ouais. Donc on petit-déj immobilier, on déj immobilier, on dort immobilier, on rêve, on n'arrête pas et c'est génial. On se tire vers le haut, on se challenge. On fête des victoires, beaucoup de victoires. Mais vous n'avez pas l'impression de tout le temps travailler, du coup? Oui, sur le fond, on travaille tout le temps. Notre famille a l'impression qu'on travaille tout le temps. Mais comme on aime ce qu'on fait, donc c'est pas comme si on travaillait tout le temps. Mais une de nos forces, c'est aussi notre complémentarité. Donc elle va être plus forte dans certains domaines, dans d'autres, beaucoup moins que toi, on est bien d'accord. Ce sera plus à moi de jouer mes cartes. Mais... l'essentiel, je pense, quand vous êtes agent immobilier, nous aujourd'hui, nos succès en fait ne sont que la conséquence finalement de ce travail, de cette passion et de cette motivation et de ces conseils qu'on donne. Et puis au départ, on était concurrents quand même. Donc on s'est très vite dit qu'il valait mieux qu'on soit en couple. Oui, c'était la seule possibilité. C'était la seule solution. Mais je gagnais souvent là. Oui, bien sûr. Donc, quand même. Gaëlle aussi, vous êtes tombée dedans? Alors moi, reconversion vous étiez dans la restauration, restauration, donc reconversion professionnelle.
Et ça m'a plu très très vite et je suis tombée dedans, je n'ai plus su lâcher, quoi. Ouais. Grosse passion. Et en 2 mots, quoi, on est concurrents, on se rencontre. On se rencontre. Ça a été le coup de cœur. Hein. J'avais mes 2 agences déjà à l'époque. Ouais. Il ouvre une agence pas loin de chez moi. Bien sûr. Ça me plaît pas. J'ai une discussion avec un de ses associés concernant la distribution de publicité. Où on me rassure en disant pas de problème, il n'y aura pas de publicité dans ta zone. 15 jours après, publicité dans la boîte aux lettres. Il y a plein de principes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai téléphoné et je suis tombée sur lui. Et la première rencontre. Elle ne m'a plus jamais quitté en fait. Et voilà. Je recevais des messages tous les jours. Vous vous mariez, ils ont beaucoup d'enfants. Allez, excellent. On y va. Vous nous emmenez pour cette visite. Notre pépite, notre perle rare, le bien du mois, Gaël et Sylvain, vous nous avez réservé une visite exclusive avec Abraham, que vous avez rejoint, qui est un expert du secteur, on peut dire, de la zone géographique. Racontez-nous un petit peu ce bien. Si j'ai bien compris, il y a 3 points forts, 3 atouts, surtout. Alors, 3 gros points forts, effectivement. Donc, maison de 600 mètres carrés. D'ailleurs, il y en a plus que 3, Charlotte, des points forts sur ce bien. Oui. Il y a un magnifique hall d'entrée où, pour la petite histoire, à l'époque, les calèches rentraient par ce hall, faisaient une livraison de marchandises et faisaient demi-tour dans le jardin pour repartir. Un énorme garage Ça c'est bien. Ça c'est possible. Mon côté mécanique. Pratique, j'imagine que c'est un atout parce que c'est au centre-ville. Pratique, en plein centre-ville. Donc effectivement, le garage énorme et le jardin aussi en plein centre-ville. Ok, le 3 pièces en enfilade où nous nous trouvons maintenant, c'est un classique? Non, c'est pas du tout classique, c'est une maison de 1850, donc on a ces magnifiques pièces en enfilade avec ces boiseries, ces cheminées fantastiques. Avec beaucoup de potentiel. Alors, la spécificité de ce bien, c'est une façade classée. Je me tourne vers notre expert, Sébastien Delchambre nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes certificateur PEB. C'est quoi le PEB et en quoi c'est un lien avec cette façade classée? Expliquez-nous tout. Alors, donc, le certificat PEB, on l'entend de plus en plus, c'est la performance énergétique du bâtiment, qui est valable dans les 3 régions de la Belgique. En gros, et pour faire clair, on regarde un volume de chauffe et par où cette énergie ressort au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Donc ça passe par les façades, par les toitures et par les planchers. Au niveau de la façade classée dans ce bien spécifiquement parlant, il ne faut pas trop y regarder pour la simple et bonne raison que c'est simplement une façade sur toute l'enveloppe du bâtiment qui est prise en compte. Les lettres du PEB, on est premier de classe, on a un A. C'est ça. Et ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à G. Il y a aussi une petite spécificité au niveau des 3 régions. Un G bruxellois n'est pas le même qu'un G. Forcément, ça aurait été plus simple. Et qu'un G en Flandre. Ici, pour la maison en question, on est sur du F 462. Si on compare avec Bruxelles, on serait dans du G. Ok. On visite ce bien. Quelles questions on pose à l'agent immobilier? De quoi faut-il se méfier? Et qu'est-ce qu'on fait quand on découvre cette spécificité? Alors, l'agent immobilier, Gaël et Sylvain connaissent par cœur leur bien et le certificat PEB. Dans le certificat PEB, il y a pas mal de recommandations qui sont reprises dedans, en allant par l'information supérieure qui permet d'améliorer le mieux le certificat PEB en descendant par les petites choses plus futiles. Dans un premier temps, on regarde évidemment les toitures plates, toitures à versant. Ensuite, on passe vers les façades, les châssis, surtout le système de chauffage qui est très très important. Si on est sur une chaudière au gaz ancienne, on met une chaudière au gaz à condensation aujourd'hui, ou alors on passe sur de la pompe à chaleur si on fait vraiment de très grosses rénovations en plaçant des panneaux solaires, qui est un plus. Est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs aujourd'hui que ce certificat PEB qui est arrivé quand? Qui prend l'importance 2011 sur Bruxelles. 2011, fait peur aujourd'hui, Sylvain, Gaël, vous le voyez dans vos visites, c'est une préoccupation supplémentaire? Oui, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, on a des gens, ils passent la porte du bureau et dans leurs critères de recherche, ils nous parlent de PEB, D, C.
Et là, à nous de jouer pour leur expliquer qu'il y a quand même moyen d'acheter un bien peut-être avec une performance énergétique moins bonne, mais en faisant des travaux pour pouvoir améliorer tout ça. Sébastien, quel conseil à donner à nos téléspectateurs? Est-ce que c'est un critère absolu et incontournable aujourd'hui? Alors idéalement, quand on veut acheter un bien, on demande le certificat PEB et on l'analyse. C'est vraiment la première chose à faire. Un certificat PEB peut différer si le certificateur a reçu des preuves acceptables en termes d'isolation de toiture, donc des factures avec le type d'isolant, l'épaisseur de l'isolant. A contrario, s'il n'a pas reçu cette information-là, le PEB peut vraiment différer. Et c'est quelque chose à d'abord regarder au niveau du candidat acquéreur. Est-ce qu'on est d'accord que quel que soit le certificat, quelle que soit la note, quelle que soit la cote que l'on obtient, on peut agir, on peut réagir, on peut entreprendre des rénovations pour remonter vers un A? Oui, tout à fait. Le A est un petit peu plus compliqué, surtout dans des maisons de ce type-ci. Mais évidemment, il faut d'abord, encore une fois, regarder bien les recommandations, les premières qui sont tout en haut, qui permettent de prendre un maximum de points au niveau du PEB pour remonter F, E, D, etc. pour atteindre le mieux possible. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, une fois que le certificateur est passé dans un bien, ce certificat il est transmis au propriétaire, à l'agent immobilier, à qui? Donc, à partir du moment où le certificateur est passé dans le bien, il le transmet au propriétaire et à l'agence immobilière pour le valider, évidemment. Et s'il n'est pas validé, on fait quoi? En fait, quand je dis valider, c'est si le propriétaire retrouve par miracle une facture d'un isolant, parce qu'il reçoit un mauvais PEB, l'agence l'avertit en disant le PEB n'est pas terrible, est-ce que vous n'avez pas de facture d'isolation? Parce qu'ici c'est noté qu'il n'y a pas d'isolation en toiture. Donc parfois, ça permet aux propriétaires vendeurs de faire des petites recherches archéologiques. Et par miracle, ils le retrouvent. Donc on a un meilleur PEB qui est envoyé après dans les agences. Et l'agence s'occupe de transmettre ça aux futurs candidats acquéreurs qui seraient intéressés. Ouais, après, il faut juste, j'imagine, faire attention aux faux documents. J'imagine qu'il y en a qui sont prêts à tout pour remonter dans la cote. Nous, on n'en a pas encore trouvé des faux documents. J'en ai pas reçu été confronté. Mais c'est important ce que tu dis quand tu dis tiens, avant d'aller visiter, c'est important d'aller analyser. Mais tu soulignes que si on ne retrouve pas des factures, mais finalement le certificateur n'en tient pas compte. Donc on pourra avoir des recommandations dans le certificat de travaux, mais qui en fait ont déjà été effectuées. Exactement. Donc soit le certificateur peut voir qu'il y a de l'isolation, on en tient compte évidemment, soit des factures attestant, ou des photos de chantier à l'époque où ils auraient fait ça d'une manière un petit peu consciencieuse, mais c'est pas toujours évident. Alors, oui, moi j'ai une question, Sébastien, parce que j'ai plusieurs clients qui ont eu ce cas-là, plus de facture, donc pas de preuves, et eux me disent non mais ils n'ont qu'à ouvrir un bout de mon plafond et regarder l'isolant. Tout à fait, c'est possible, mais on laisse quand même le propriétaire faire ça. Parce qu'on n'a pas nécessairement de cycloche avec nous, donc on propose aux propriétaires, j'ai des propriétaires qui le font. Okay. Ils mettent une petite trappe d'accès, je peux y accéder, je peux prendre mon mètre pour mesurer l'épaisseur de l'isolant, voir l'isolant. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Merci Sébastien d'être venu jusqu'à nous éclairer, merci beaucoup. On enchaîne sur la troisième partie de cette émission, notre enquête du mois sur les jeunes investisseurs. Laurent Schmitt est multipropriétaire, il accompagne des jeunes et il a rencontré Janelle qui a acheté son premier bien à 21 ans. Troisième partie de cette émission, c'est mon toit, première émission de la saison. Alors avant d'aller sur notre enquête du mois, un mot peut-être sur les jeunes investisseurs, cette enquête que nous allons découvrir dans quelques instants. J'imagine que c'est plus facile d'investir pour la première fois quand on a moins de 30 ans dans une ville où le prix au mètre carré est plus raisonnable que dans votre zone à Bruxelles. Exactement. Oui, tout à fait. Donc à Bruxelles, il va falloir amener plus de fonds propres que dans une autre région où le prix au mètre carré est moins cher, comme sur Charleroi, sur Liège, etc. Donc il va peut-être falloir faire un premier achat en dehors de Bruxelles pour pouvoir jouer sur ce fameux tremplin et acheter son prochain bien par la suite plus facilement. Sylvain dit oui. Oui, je dis oui. Je pense qu'il est d'accord. Tout dépend du profil. Qu'on compare bien, un jeune qui a 30 ans démarre, ou à moins de 30 ans démarre avec rien, ou bien démarre forcément avec un capital et qu'il est aidé, bien évidemment. Donc ça ouvre des portes, ça ouvre des perspectives d'investissement en fonction du secteur.
Allez, on se dirige vers notre enquête du mois. Laurent Schmitt est parti de rien. C'est aujourd'hui un multipropriétaire qui partage, qui accompagne beaucoup de jeunes et autres dans l'acquisition de biens immobiliers. Il a accompagné Janelle qui, du coup, a pu acheter son premier bien à 21 ans. Il y a eu beaucoup de boulot, surtout pendant 1 an. Du début à la fin, à partir du moment où je me suis formée pour la première fois, que j'ai été pour la première fois à un séminaire immobilier, où déjà à ce moment-là, je me suis retrouvée face à quelqu'un au séminaire qui m'a dit « mais ton projet tient pas la route, tu vas pas y arriver ». Et à toutes les étapes en fait, à toutes les étapes, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit le banquier, que ce soit les professionnels sur lesquels je suis tombée pour réaliser les travaux. Le premier truc qu'on m'a dit c'était ah mais toi tu veux investir dans l'immobilier et vivre dans ta maison, franchement c'est ridicule, il faut pas vivre dans sa maison, il faut absolument la mettre en location, sinon c'est pas de l'investissement. Il faut garder la tête froide et savoir se dire que les bénéfices arriveront plus tard. Et ça, c'est ce qui est compliqué avec l'immobilier, c'est que souvent, c'est très difficile les premiers mois. C'est difficile d'avoir son crédit, c'est difficile d'aller faire des devis, c'est difficile de trouver des bons entrepreneurs. Et c'est difficile jusqu'à ce que on arrive seulement à vivre dans la maison. Et pour ma part, ça a été difficile pendant 1 an. J'ai dû me serrer la ceinture, mais oui, je suis rentrée dans le budget. Donc c'est possible de rénover toute une maison pour 20 000 € grosso modo. Donc ici, achat à 60 000, budget de travaux, on arrondit à 20 000, donc déjà à 80 000 € ton investissement global. C'est ça. Les fonds propres que tu as dû apporter, parce que souvent on a l'impression qu'il faut apporter énormément d'argent, mais dans certains cas, quand les dossiers sont bien faits et qu'on a un bon partenaire financier, dans ce projet-ci, tu as dû apporter combien de fonds propres? J'ai mis 9 350 €. Ça, au moins, c'est précis. Tu arrives à pouvoir démontrer qu'on peut devenir propriétaire avec peu de fonds propres, parce que je suppose que si tu as acheté ce genre de maison, parce que tu ne peux pas te permettre d'acheter beaucoup plus gros. Tu as mis combien de temps pour pouvoir économiser cette somme? 6 mois. 6 mois? J'avais de la chance parce que j'avais un gros contrat de travail en fait. Tu avais un bon salaire, tu mettais 100% de côté, tu ne dépensais pas. Je suis en train déjà de réfléchir à acheter le suivant. Donc là, je voudrais partir sur vraiment de l'investissement pour du locatif très courte durée, donc type Airbnb. J'ai vraiment envie de pouvoir me dire que j'ai un petit chalet en Ardennes. Ne pas chercher à être trop gourmand trop vite. Donc, tu parlais tout à l'heure que tu allais peut-être mettre un bien par la suite en location. Si ce bien te rapporte du bénéfice, l'idée ce n'est pas de le dépenser, c'est de le conserver, continuer à l'investir pour peut-être à chaque fois acheter plus gros. Et si ce n'est pas plus gros, en tout cas, c'est ne jamais s'arrêter pour peut-être acheter un bien tous les 2-3 ans ou peut-être un tous les ans. S'il y avait un seul conseil à retenir sur tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, ce serait de ne surtout pas écouter les gens qui vous disent que vous n'allez pas arriver à concrétiser votre projet. Parce que souvent, ce sont des personnes qui elles-mêmes ne se sentent pas capables de concrétiser leurs rêves et donc elles vont transposer sur vous leurs peurs, leurs frustrations. Et donc c'est vraiment ce type de personnes qu'il faut éviter d'écouter. On oublie et on fonce, just do it en fait. On fonce, on fonce, on fonce. Bon, on a quand même l'impression que c'est un peu un parcours du combattant quand on est jeune. On va en parler ensemble sur ce plateau. Benjamin Meunier, vous nous avez rejoint. Vous êtes un peu un expert, un spécialiste du crédit. On peut dire comme ça, c'est exactement ça. Très modestement, c'est exactement ça. On a besoin de vous. On vient de voir ces images. On a compris le témoignage de Janelle. Ça n'a pas toujours été simple aux différentes étapes. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment compliqué d'obtenir un crédit quand, bon, elle avait mis un peu de côté, elle a réussi à mettre une somme de côté, elle a pu contracter son crédit. C'est quoi les règles du jeu? Alors, les règles du jeu, c'est dans la plupart des banques, les banques n'aiment plus maintenant prêter plus que 90% de la valeur du bien qu'on veut acheter. Donc, ça veut dire qu'on doit payer les frais de notaire en fonds propres plus 10% du prix d'achat. Donc, ça devient souvent déjà des très gros montants à avoir en fonds propres. Maintenant, il y a toujours des dérogations possibles où certaines banques prêtent encore jusqu'à 100%. Donc ça veut dire qu'il ne faut plus que payer les frais de notaire en fonds propres. Et qu'est-ce qui fait qu'on a droit au 100% Alors ça dépend de banque en banque. C'est des règles qui sont déterminées par la Banque nationale, mais je ne vais pas venir trop dans les détails. Mais certaines banques, on va dire, sont plus flexibles que d'autres. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi? Il faut être, je sais pas, il faut s'habiller de manière particulière? Il faut aller dîner avec son banquier? Il faut faire quoi? Pas du tout. Non, c'est des règles qui sont imposées par la Banque nationale qui disent que
pour un certain pourcentage, on peut encore avoir des crédits à 100%. Certaines banques suivent ces règles, d'autres pas. Certaines banques les suivent plus facilement. Alors maintenant, évidemment, les banques qui prêtent aux gens jusqu'à du 100%, comme on appelle ça, vont souvent augmenter les taux d'intérêt. Donc on a un taux d'intérêt. Ça peut être une possibilité. Voilà. Donc on a un taux d'intérêt en règle générale plus bas quand on emprunte 90%. Si on demande une sorte de dérogation pour emprunter jusqu'à 100%, alors à ce moment-là, les banques ont une fâcheuse tendance à augmenter les taux. C'est souvent accepté, ces dérogations, ces fameuses dérogations? C'est accepté, mais mine de rien, il faut quand même un bon dossier à côté. Donc il faut quand même avoir des gens qui ont un certain niveau de revenus. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette dérogation pour arriver jusqu'à 100%. Et dans des cas vraiment extrêmes de chez extrême, parfois on peut encore faire un prêt pour emprunter les frais de notaire. Donc parfois, sans fonds propres, on peut y arriver, mais ça c'est vraiment une exception d'une exception. Et donc c'est très très rare d'avoir un accord pour emprunter les frais de notaire en plus. Ouais, cela dit, quand vous me dites tout ça, moi j'ai l'expression qui vous pend au nez, c'est on est riche et on devient de plus en plus riche parce qu'on nous prête plus facilement Quand on demande une exception, on doit avoir un meilleur dossier sur le côté. Donc meilleur dossier, ça veut dire plus de revenus. Petit arrêt sur image, on revient sur un moment du reportage. Le premier truc qu'on m'a dit, c'était ah mais toi tu veux investir dans l'immobilier et vivre dans ta maison, franchement c'est ridicule, il faut pas vivre dans sa maison, il faut absolument la mettre en location, sinon c'est pas de l'investissement. Tu veux investir dans l'immobilier et vivre dans la maison, c'est n'importe quoi, a-t-on dit à Janelle. Gaëlle, une réaction? Alors pour moi, il faut bien commencer quelque part, donc je pense qu'elle a très bien fait et ça lui servira certainement de tremplin par la suite pour peut-être acheter d'autres biens. Pour conclure peut-être cette partie sur le crédit et cette aventure quand on est jeune, Benjamin, un conseil peut-être à nos plus jeunes téléspectateurs. On fait comment quand on a moins de 30 ans, quand on veut acheter son premier bien et peut-être d'autres par la suite? Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Alors, je dirais essayer d'économiser le plus possible parce que comme je disais, mine de rien, il faut quand même avoir un petit capital de départ pour payer les frais de notaire, voire plus. Une fois qu'on a ce petit matelas de sécurité, j'ai envie de dire, à ce moment-là, on peut acheter son premier bien et puis quelques années après, on pourrait investir dans d'autres biens. C'est très très bizarre, mais le premier bien est toujours plus difficile à acheter que les biens d'après parce qu'on peut jouer sur les garanties qu'on a, on a des revenus locatifs qui vont tomber et ainsi de suite. Donc c'est un peu un effet de boule de neige par après. Donc c'est toujours le premier bien qui est un peu plus compliqué et puis en soyant un peu créatif, on pourrait acheter deuxième, troisième, quatrième bien plus facilement. Ok, bon, on est d'accord, une banque et pas l'autre, on en fait plusieurs? Voilà, c'est ça. C'est un peu mon conseil parce que je suis courtier, donc moi évidemment je travaille avec une dizaine de banques différentes. Donc si un dossier ne passe pas dans la banque A, j'essaye dans la banque B, C, D et ainsi de suite. Donc effectivement, le but c'est d'essayer de trouver la meilleure solution pour la demande de crédit. On ne se décourage pas. Sylvain, un dernier mot. Quand vous êtes face à ces jeunes qui cherchent un bien, qui veulent investir, quel conseil, vous, là, comme ça, vous aimeriez leur donner? Peut-être on regarde un petit bien, on achète petit pour le premier, pour que ce soit plus facile? Après, il faut regarder un petit peu le profil. Est-ce qu'on l'achète pour investir et le mettre en location ou bien est-ce qu'on l'achète pour l'occuper? Donc ce sont un regard qui sera différent à porter. Quoi qu'il arrive, il faut les encourager, il faut foncer, ça c'est certain. Après, si c'est pour de l'investissement locatif, idéalement, il ne faut pas se projeter dedans. Ce n'est pas un bien pour vous, c'est un bien que vous allez louer. Donc, il ne faut pas regarder à se projeter dans ce bien, il ne doit pas vous convenir à vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de déterminer avec Benjamin, forcément, quelles sont vos capacités réelles, votre budget, ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, si vous vous projetez dans un bien que vous allez acheter pour de l'investissement, c'est là peut-être que vous allez aller au-dessus finalement de votre budget, donc ce n'est pas forcément à conseiller non plus. Et le troisième surtout, c'est faites-vous plaisir et investissez. C'est à long terme, vous n'en sortirez que gagnant. Gaëlle, pour conclure, on a parlé d'émotion tout à l'heure pour l'Espagne. Quand on achète son premier bien, faut que ça joue ou pas, l'émotion? De nouveau, je vais repartir sur ce que mon mari dit. Si c'est pour de l'investissement, il faut essayer d'ignorer les émotions et vraiment d'être très terre à terre et regarder rendement. Si c'est pour soi, mais bien sûr, il faut pouvoir se projeter dans le bien et de se dire ok, je m'y vois vivre
et être heureux ici pendant de nombreuses années. Merci beaucoup. Merci Benjamin. De rien, avec plaisir. On enchaîne tout de suite avec la Minute Pro de Monsieur Sylvain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'offre d'achat. Pourquoi l'offre d'achat? Tout simplement parce que chaque partie, vendeur et acquéreur, sont confrontés à ce document au moment de passer à l'action. Donc au moment d'acheter un bien, pour que votre offre soit valable, elle doit obligatoirement comprendre l'identité complète des clients acheteurs, l'adresse du bien, la description du bien. Donc n'oubliez pas, si vous achetez un appartement et un garage, vous devez mentionner les deux éléments dans votre proposition. Elle doit mentionner le prix d'acquisition, si cette offre est soumise à l'obtention d'un crédit hypothécaire, si c'est le cas, le montant que votre potentiel acquéreur doit emprunter et également la validité. Une offre est valable dans le temps pour une durée qui est déterminée. Et n'oubliez pas de mentionner également le certificat énergétique, donc le PEB, de l'habitation visée. Et donc, il faudra que tous ces éléments soient repris dans le document afin qu'elle soit valable. Et il ne vous restera plus qu'à signer. On enchaîne maintenant sur la Minute Coup de cœur de Gaëlle. Mon coup de cœur du mois, c'est un métier, c'est le métier d'architecte d'intérieur. Je me rends compte lors de nombreuses visites que parfois les clients ont du mal à se projeter. Et c'est vrai, c'est pas facile quand le bien est occupé. Alors on pense souvent que faire appel à un architecte d'intérieur, ça coûte très cher. Eh bien non. J'ai eu la chance de rencontrer Magali Grimont-Pré de Studio Sodade, qui est une architecte d'intérieur passionnée par son métier. Et elle a décidé de fournir des coachings déco à ses clients. Donc ce sont des rendez-vous qui consistent à venir sur place, donner des astuces, des idées à mettre en place pour optimiser l'espace, les choix de couleurs, etc. Et le petit plus, vous bénéficierez également de son carnet d'adresses qui vous permettra de rencontrer des artisans et des entrepreneurs, de précieux contacts pour réaliser votre projet et vous sentir bien chez vous. Merci mes complices, merci Gaëlle, merci Sylvain, merci de construire ensemble cette émission pour aider nos téléspectateurs à devenir des experts de l'immobilier. C'est mon toit, c'est une mensuelle, on se retrouve sur les réseaux et sinon, à très bientôt. Tu veux un petit décompte? Ouais. De 5? Ouais, non, de 20. Ouais, je sens que j'ai 2-3 gouttes qui perdent. Et vous sentir bien chez vous. Ça va ?